Lettre à celui qui m'a pénétré en plein sommeil. Il y a ceux qui tentent leur chance et qui renoncent si on fait semblant de ne pas se réveiller. Il y a ceux qui peuvent accepter un « non, je n'ai pas envie » sans se vexer et qui cesseront séance tenante. Il y a ceux qui insistent avec quelques caresses, qui essaient de glisser un doigt ou deux, mais qui se ravisent si on exprime un refus en serrant les jambes. Et puis il y a ceux, comme toi cette nuit-là, pour qui ne dit mot consent, qui baissent tout de même la culotte et qui y vont. En fait, cette lettre, moi ça m'est arrivé, pas qu'une fois d'ailleurs, c'est arrivé à toutes mes potes. Quand je pose la question autour de moi, mais vraiment tous les âges, ça leur est tout arrivé en fait. J'ai pas une femme dans mon entourage à qui n'a pas déjà été pénétrée alors qu'elle était en train de dormir. Et c'est vachement intéressant parce que techniquement c'est quand même un viol cette histoire, parce qu'on dort, on n'est pas là, on n'est juste pas là quoi. Donc on consent pas puisqu'on n'est pas là. Et pourtant c'est un truc qu'on a un certain nombre, je dirais pas à vivre pas si mal que ça parce que c'est pas vrai, mais je dirais à intérioriser le truc, à se dire que c'est presque normal. Les personnes qui sont amenées à nous pénétrer en plein sommeil, la plupart du temps sont des gens avec nos conjoints, quoi, concrètement nos partenaires réguliers. Et il y a cette idée qu'il faut casser, que c'est pas parce qu'on y est déjà allé une fois que c'est open bar et qu'on peut y retourner autant de fois qu'on veut, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas encore tout à fait acquis. Et je pense qu'il y a plein de mecs, en fait, qui sont pas des mauvais bougres, mais qui ont appris, qui se sont construits dans la sexualité comme ça et qui ont appris que, s'ils sont en relation, qu'ils ont déjà eu 10 fois, 100 fois, 1000 fois un rapport sexuel avec leur compagne, ils peuvent y retourner un peu quand ils veulent parce que, c'est quelque chose d'acquis. Je pense juste que si on leur explique, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Hein. Il y a des mecs, juste si on leur explique, on leur dit, mais tu sais, techniquement, c'est quand même un peu un viol cette affaire, ils vont peut-être se dire « Ah oui !» parce que peut-être qu'ils n'y auront juste jamais pensé, en fait, quoi. La forme épistolaire, en fait, elle est venue parce que il y avait comme une sensation, parfois, de ne pas avoir su réagir sur l'instant, d'être dans une situation un peu torpeur, stupéfaction, on se dit je sens que cette situation me déplaît mais je sais pas exactement comment le verbaliser. Un peu comme quand on se fait emmerder dans la rue ou qu'on se dispute avec quelqu'un et que 3 jours après on se dit waouh, j'aurais dû lui dire ça. On trouve toutes les punchlines avec 3 jours de retard. Je pense qu'il y a un truc le seul point commun qu'il y a eu entre les féministes et les anti-féministes après MeToo, je crois que c'est le seul truc sur lequel on s'est rejoint, c'est qu'on s'est dit mais comment on va faire pour baiser à nouveau en fait. Ce qui a changé avec MeToo, c'est qu'on a commencé à se poser des questions qu'on se posait pas forcément avant, des questions sur par exemple la provenance de nos fantasmes, en se disant par exemple j'aime bien la soumission, etc. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter la soumission, c'est pas la police du cul ici, mais c'est juste se dire mes fantasmes ils se construisent comme ça vient d'où, est-ce que c'est une construction culturelle ou pas, et pourquoi est-ce que c'est une forme de sexisme intégré ou pas, on a commencé à se poser ces questions-là, et puis on s'est posé aussi des questions sur des situations extrêmement banales de la conjugalité. Puis il y a plein de questions en fait que même les hommes ils s'étaient pas forcément posées, comme comment ça se fait que la plupart du temps les rapports hétéros ils s'arrêtent à l'éjaculation, ils commencent avec l'érection, ils s'arrêtent avec l'éjaculation. Il y a plein de questions qu'on s'est posées, mais je dis qu'on se posait déjà avant en fait, mais qui se sont posées médiatiquement, massivement après MeToo. Il y a plein de mecs déjà au moment de MeToo qui se sont pris 3 gifles, qui ont dit oh là là, mais j'imaginais pas que c'était à ce point. Ça c'est une phrase que j'ai vachement entendue autour de moi en disant oh, oui je savais, je vous avez déjà entendu, nanana, mais ce truc massif de tous ces témoignages et tout ça fait qu'ils se sont dit mais j'avais pas conscience que c'était à ce point et tout. Donc il y en a plein qui ont commencé à se remettre en question à partir d'octobre 2017. Hein. Et ce truc, il se fait progressivement. Je crois que de cette histoire, on est tous prisonniers, quoi. Cette histoire d'hétérosexualité, de représentation hyper cliché d'hétérosexualité, on est vraiment prisonniers. Et c'est pour ça que le livre, en fait, il se termine par une lettre d'excuse. Donc c'est une lettre d'excuse à l'homme, et en fait il y en a eu plusieurs, mais lettre d'excuse à l'homme qui n'a pas bandé, qui est une lettre d'excuse en fait où je m'excuse auprès des hommes, auprès de qui j'ai eu des attitudes qui sont problématiques aussi, des attitudes d'agacement par exemple. Ça réduit mon partenaire à sa bite, à sa capacité à avoir une érection,
Donc ça veut dire que j'identifie à ce moment-là son identité masculine comme étant sa capacité à avoir une bite et à avoir une érection en fait. Et d'une part c'est extrêmement réducteur, mais surtout quand je réfléchis, je me dis mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que quand on est une femme, on peut être agacé de voir un mec qui bande pas? Mais en fait c'est complètement débile, c'est juste parce qu'on a grandi avec l'idée que notre baisabilité faisait notre valeur dans la société. Donc concrètement, si je ne suis pas baisable, ça veut dire que je n'ai aucune valeur au sein de la société. Donc s'il ne bande pas, ça veut dire que je n'ai pas de valeur moi-même, etc., etc. Donc se met en place une sorte de petit vélo où tout à coup, il y a un raccourci qui fait « il bande plus, j'ai pas de valeur ». Vu qu'on est dans ce truc de panique, de peur, on peut aussi avoir des attitudes super problématiques. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a tous intérêt à se sortir de ce système-là parce qu'on en est prisonnier et que l'hétérosexualité, c'est pas juste une question d'attirance l'un pour l'autre. L'hétérosexualité, c'est aussi un système de pensée. Donc on a intérêt, voilà, à le réfléchir tous ensemble et, en tout cas les hétéros, voilà, on a intérêt à le repenser, quoi.